Retour de l'information sur Médien TV, bienvenue et merci si vous nous rejoignez pour cette matinale. Je vous propose de voir ensemble les titres de votre journal. Les Algériens ont largement boudé l'élection de leurs élus communaux et départementaux hier. Selon Nourdine Bedoui, le ministre de l'Intérieur, à 17h, seuls 34,46% ont voté pour les assemblées populaires communales et à peine 33% pour l'élection des assemblées populaires de Wilaya. Un sit-in de protestation a eu lieu hier devant l'ambassade de Libye dans la capitale marocaine, Rabat. Un sit-in pour dénoncer l'esclavage de migrants africains en Libye. Il a été organisé par l'ASCOMS, plateforme des associations et communautés subsahariennes au Maroc. Et puis nous irons au rucher d'Inzerki, toujours dans le royaume. Il est considéré comme le plus grand rucher traditionnel du monde, voire l'un des plus anciens. Reportage à la fin de ce journal. Les Algériens ne se sont donc pas pressés dans les bureaux de vote jeudi pour les élections locales. Ils ont largement boudé l'élection de leurs élus communaux et départementaux, affichant leur défiance d'un système politique figé dans un contexte économique et social morose. Selon Nourdine Bedoui, je vous le disais en titre, Nourdine Bedoui, le ministre de l'Intérieur, à 17h, le taux de participation était de 34,46% pour l'élection des assemblées populaires communales et à 33,26% pour celle des assemblées populaires de Wilaya. Seul à disposer d'une assise nationale et à être représenté sur l'ensemble du territoire. D'après des observateurs, le Front de Libération Nationale et son allié du Rassemblement National Démocratique sont assurés de l'emporter. Sauvetage de migrants en Tunisie. Les autorités ont annoncé hier avoir secouru 22 immigrants clandestins au large de Zarzis, dans le sud-est du pays. Selon le ministère de la Défense, ils sont originaires de Tunisie, du Maroc, de l'Égypte et du Soudan, mais aussi du Niger et du Bangladesh. Ils avaient quitté le port de Boukamesh en Libye. Un sit-in de protestation s'est donc déroulé devant l'ambassade de Libye hier à Rabat. Je vous le disais en titre, il a été organisé par l'ASCOMS, plateforme des associations et communautés subsahariennes au Maroc. Un sit-in pour dénoncer l'esclavage de migrants africains en Libye. Des acteurs de la société civile marocains et étrangers, et bien sûr des membres de la communauté africaine résidant au Maroc étaient présents. Les manifestants ont brandi leurs affiches et slogans pour dénoncer ces pratiques. Ils ont appelé la communauté internationale à sanctionner tous ceux qui sont impliqués dans la traite d'êtres humains. Je vous propose d'écouter Tidiane Diouara, directeur exécutif du Centre d'information et de promotion de l'image d'une nouvelle Afrique. Il a fait le déplacement de Lausanne en Suisse pour participer à ce sit-in. Écoutez. L'objectif, c'est de démontrer à la face du monde que nous sommes contre ce qui se passe en Libye. L'esclavage aujourd'hui d'êtres humains est quand même assez difficile à accepter pour nous les Africains. Donc de montrer aux autorités libyennes, mais aussi à la communauté internationale, que nous sommes contre la traite négrière qui se passe en Libye. Donc il faudrait trouver des solutions à travers l'Union africaine, à travers la Libye, à travers l'ONU, etc. Donc le but, c'est vraiment de manifester et de montrer qu'on est contre ce qui se passe en Libye pour que ça ne se passe nulle part ailleurs dans le monde. On est en 2017 quand même, c'est pas acceptable. Après 37 ans sous la coupe du président Robert Mugabe, le Zimbabwe aujourd'hui met un point final à son règne avec l'investiture de son successeur, Emmerson Mnangagwa, arrivé au pouvoir grâce à un coup de force de l'armée. Venez et soyez les témoins de l'histoire en marche, c'est ce qu'ont proclamé les organisateurs sur des affiches placardées dans la capitale Harare. Le parti au pouvoir, la ZANU-PF, a convoqué les Zimbabwéens ce matin au National Sports Stadium, le plus grand stade de la ville. La cérémonie était prévue à 6h30 GMT. À Riyad, au deuxième jour des pourparlers organisés sous l'égide de l'Arabie Saoudite, l'opposition syrienne est parvenue ce vendredi à trouver un terrain d'entente pour l'envoi d'une délégation unifiée en vue des prochaines négociations à Genève, en Suisse, avec le gouvernement syrien.
Basma Kodmani, un des membres de l'équipe de négociateurs, l'a annoncé à la presse. Il a ajouté que de nouvelles réunions sont prévues aujourd'hui pour s'accorder sur les noms et le nombre des délégués qui feront partie de cette délégation. Ces pourparlers dans la capitale saoudienne réunissent quelques 140 représentants de l'opposition et ce, juste avant les négociations prévues à Genève le 28 novembre sous l'égide cette fois des Nations Unies. Et toujours à propos de la Syrie, l'armée russe prévoit de réduire sa présence dans le pays cette année. Hier, le général Valery Gerasimov, chef d'état-major des armées, a expliqué que leurs objectifs sur place étaient bientôt atteints. Interrogé sur l'étendue de ce retrait, il a indiqué qu'il serait important. Moscou s'est engagé dans le conflit en Syrie en septembre 2015 à travers une campagne de bombardement en soutien au président Bachar el-Assad et a fait basculer le conflit en sa faveur. Le président russe Vladimir Poutine a d'ailleurs déclaré cette semaine que la crise syrienne était entrée dans une nouvelle étape après que le pays ait été, selon lui, sauvé en temps qu'État. On reste dans la région, mais dans le désert occidental irakien cette fois. L'armée, la police fédérale et les forces paramilitaires ont lancé jeudi matin l'ultime bataille pour éradiquer le groupe terroriste Daesh. Une dernière bataille 3 ans après que l'organisation a mis la main sur le tiers du pays et proclamé un califat aujourd'hui en lambeaux. C'est à l'issue de ce combat que le Premier ministre Haider el-Abadi devrait annoncer la défaite totale de Daesh en Irak. Daesh qui, en 2014, avait menacé l'existence même du pays. Et ces derniers mois, après avoir perdu toutes les villes et centres urbains sous leur contrôle, les terroristes se retrouvent acculés dans Al Jazira, le nom de cette vaste région désertique située donc dans l'ouest du pays et proche de la frontière syrienne. Un accord sur le retour dans les 2 mois de réfugiés récemment passés au Bangladesh a été signé hier par la Birmanie et le Bangladesh. Le Bangladesh où 620 000 Rohingyas ont afflué depuis fin août face à une campagne de répression de l'armée birmane que l'ONU considère comme une épuration ethnique. Une vague humaine a en effet submergé le pays et entraîné l'une des plus graves crises humanitaires de ce début de 21e siècle en Asie. Souha Aboutara. La Birmanie et le Bangladesh signent un accord sur le rapatriement des réfugiés Rohingyas. Après plusieurs mois de pourparlers et une intense pression diplomatique internationale, la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi et le ministre bangladais des Affaires étrangères, Abdul Hassan Mahmoud Ali, ont finalement conclu un accord à Naypyidaw, la capitale birmane. Le texte convenu par les deux parties indique que le programme de retour des centaines de milliers de Rohingyas qui avaient franchi la frontière bangladaise pour échapper à une campagne de répression de l'armée birmane doit débuter dans les 2 mois. Le contenu de cet accord reste cependant flou. Le communiqué n'emploie pas le terme Rohingya que refusent les autorités birmanes et fait simplement mention de personnes déplacées de l'État Rakhine, région de l'ouest de la Birmanie, épicentre des violences. Les critères de rapatriement ou le nombre de personnes concernées n'y sont pas précisés. Un groupe de travail doit être mis en place dans les 3 semaines pour décider des modalités de rapatriement. Interrogés à chaud sur l'accord entre Dhaka et Naypyidaw, plusieurs réfugiés se disent sceptiques quant à la réalisation de cet accord. Je ne crois pas le gouvernement birman. Mon mari a quitté le pays à 3 reprises et moi c'est la 2e fois. Le gouvernement birman est toujours le même. Nous retournerons dans notre pays si nos demandes sont satisfaites. Nous demandons à obtenir la citoyenneté. Nous reviendrons s'ils ne nous harcèlent pas et si nous pouvons vivre comme les bouddhistes et les autres minorités. Des programmes de retour en Birmanie ont déjà eu lieu par le passé, mais la montée des violences soulève des questions quant à leur pérennité. En août dernier, plus de 620 000 Rohingyas avaient rejoint la frontière du Bangladesh. L'exode actuel de cette minorité musulmane rappelle d'autres afflux massifs de cette communauté au cours des dernières décennies, notamment en 1978 et 1991-92. Traités comme des étrangers en Birmanie, un pays à plus de 90% bouddhiste, les Rohingyas représentent la plus grande communauté apatride du monde. Cette annonce diplomatique intervient à quelques jours de la visite du pape François dans ces 2 pays. Retour au Maroc où l'enquête administrative et judiciaire sur les circonstances du drame de la bousculade d'Essaouira est en cours. C'est ce qu'a affirmé hier à Rabat le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani. Il a assuré qu'une fois que les conclusions de cette enquête seront reçues, elles seront annoncées.
Ce drame ne doit pas servir de prétexte pour en imputer la responsabilité à l'action bénévole et de bienfaisance, a souligné donc le chef du gouvernement, ajoutant qu'il faut au contraire préserver ce type d'action, mais aussi les encadrer. Par ailleurs, Saadetdine El Othmani a fait savoir que pour plus d'efficacité, le gouvernement se penche sur l'élaboration d'une étude concernant l'ensemble de ces programmes sociaux. Le porte-parole du gouvernement, Mustafa El Khalfi, a lui nié l'existence d'une impasse dans les consultations sur les postes ministériels vacants. Lors d'un point de presse hier, tenu à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, toujours dans la capitale marocaine, Rabat, il a qualifié d'erronées les informations faisant état d'un blocage, autant que ces consultations se déroulent, je cite, conformément au communiqué du cabinet royal. Selon Mustafa El Khalfi, les consultations actuelles se limitent aux deux partis politiques concernés, à savoir le Parti du Progrès et du Socialisme et le Mouvement populaire, et ce, dans un cadre réglementaire et institutionnel. Sur ordre du roi Mohamed VI, des prières rogatoires seront accomplies ce vendredi à 9h30 dans toutes les régions et provinces du royaume. Le ministère des Habous et des Affaires islamiques l'avait annoncé mercredi. Des prières rogatoires car les précipitations se font rares dans le royaume et font ainsi craindre une sécheresse. Le manque de pluie pourrait bien sûr avoir des conséquences sur les rendements agricoles et notamment ceux des apiculteurs. L'occasion de nous rendre au rucher d'Inzerki, trésor du patrimoine berbère. Il est considéré comme le plus grand, voire le plus ancien rucher collectif du monde. Brahim, apiculteur et gardien du rucher, y a reçu notre envoyé spécial, Keltoum El Assia. Le récit est de Férouz Bentaleb. Regardez. Dans la région d'Inzerki, affiliée à la province de Taroudant, se situe l'un des plus grands et des plus vieux ruchers traditionnels du monde. Ce rucher a été bâti au début du XVIe siècle, en pleine forêt, bordé de tout part par les rayons du soleil et profite à 20 familles de la région. Brahim est l'un de ceux à avoir hérité du métier d'apiculteur de ses aïeux. Ce rucher est le plus grand et le plus vieux au monde. Il a été bâti en 1520 dans un emplacement stratégique, ensoleillé et au milieu de la forêt. Nous élevons les abeilles et produisons le miel de manière traditionnelle. Certes, la production n'est pas très importante, mais la qualité est meilleure. La récolte du miel passe par différentes étapes. L'isolement, la pression de la cire de miel dans un réceptacle d'argile et pour finir, son épuration et sa conservation dans des bocaux en verre. Je ramène la cire du rucher, je la découpe en petits morceaux, la presse, puis je la mets dans un égouttoir d'argile pour l'épuration. La région d'Inzerki est réputée pour la qualité supérieure de son miel, dont la composition est faite à base de plantes naturelles telles que l'argan, la lavande ou encore le thym. Toutefois, la succession de longues périodes de sécheresse reste le plus grand problème des apiculteurs de la région. Allez, on termine avec du football. L'équipe du Maroc a gagné 8 places au niveau du classement FIFA publié jeudi. Elle atteint le 40e rang au niveau mondial. Cela fait d'ailleurs très longtemps que le Maroc n'a pas été aussi bien classé. Les Lions de l'Atlas ont en effet gagné ces 8 places en un mois de compétition grâce à leur qualification pour la Coupe du Monde, après bien sûr leur victoire 2-0 face à la Côte d'Ivoire. Au niveau continental, le Royaume monte à la 5e position derrière le Sénégal, la Tunisie, l'Égypte et la République démocratique du Congo. En tête du classement, l'Allemagne, championne du monde, qui a conservé la première place devant le Brésil et le Portugal. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information se poursuit sur Média TV.